Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission de débat hebdomadaire d'Euronews. Je suis Maya de la Baume et dans Bruxelles, je t'aime, nous décortiquons tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Merci de nous avoir rejoints. Au programme de cette émission, nouvelle année, même Union européenne. 2025 est arrivé avec son lot de défis, en commençant par les coupures de câbles de télécommunications en mer Baltique, mais aussi les pénuries de gaz dans plusieurs pays européens. On sait désormais que la sécurité sera au centre des préoccupations cette année. Alors que la Pologne prend la présidence tournante de l'Union européenne, succédant à la Hongrie, le Premier ministre polonais Donald Tusk est sous pression pour rendre l'Europe plus sûre. Mais avec les deux puissances politiques de l'UE, la France et l'Allemagne affaiblies par des crises politiques internes, la Pologne sera-t-elle à la hauteur de la tâche ? Et en parlant de l'Allemagne, le plus grand État membre de l'UE est en campagne pour les élections fédérales de février. Alors que les électeurs allemands décident pour qui voter, un homme a déjà fait son choix. C'est le milliardaire sud-africain et futur membre du gouvernement de Donald Trump, Elon Musk, qui affirme que le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, sauvera l'Allemagne. La même semaine où la première ministre italienne Giorgia Meloni rend visite à Trump, il semble légitime de se poser la question: pourquoi Musk s'immisce-t-il dans la politique européenne ? Voici l'une des questions auxquelles nous allons répondre avec notre panel d'invités. Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante à Bruxelles pour le quotidien L'Opinion. Bonjour. Jade. Vincent Laborderie, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Sophie Blandin du think tank European Policy Innovation Council EPIC. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, merci encore de nous avoir rejoints et bonne année à vous trois. Bonne année, merci. Et avant d'entendre vos prédictions pour 2025, écoutons l'exposé des enjeux de cette nouvelle présidence polonaise. Faisons tout pour que l'Europe redevienne forte. C'est en ces termes que le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est exprimé lors du gala de lancement de la présidence varsovienne du Conseil de l'UE. Une approche optimiste et pragmatique dont il pourrait bien avoir besoin. La Pologne prend le relais à un moment clé pour la sécurité de l'Europe. L'arrivée de Trump n'est plus que dans quelques jours, l'Ukraine reste enlisée dans une guerre d'usure et les relations commerciales avec la Chine se détériorent. De plus, la situation au Moyen-Orient reste tendue et pourrait à tout moment faire pression sur la politique migratoire de l'UE. Dans le même temps, la Roumanie et la Bulgarie viennent de rejoindre l'espace Schengen sans visa, deux pays en proie à des crises gouvernementales aiguës. Alors, pour rendre l'Europe forte à nouveau, Donald Tusk obtiendra-t-il le soutien dont il a besoin ? Alors Jade, je me tourne vers vous en premier. On le voit ici, beaucoup de pression sur Donald Tusk et sur cette nouvelle présidence polonaise. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette présidence pour les 6 prochains mois, puisque c'est la durée de la présidence en règle générale ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes parce que pour l'Europe, c'est un peu un début d'année avec beaucoup d'incertitudes qui fait très peur avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avec beaucoup d'insécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que la Pologne dit qu'elle a cette présidence de l'Union européenne au meilleur moment possible. Donald Tusk disait récemment l'Europe doit apprendre à penser en polonais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il pense que c'est la Pologne la mieux placée pour aider l'Europe à avancer dans ses défis ? C'est parce qu'elle est très consciente du défi que représente la guerre en Ukraine et les menaces russes. C'est un pays qui, certes, était atlantique, c'est-à-dire il met beaucoup d'importance avec le partenariat avec les États-Unis, mais pour autant, il évolue comme le reste de l'Europe en ce moment, en se disant il faut qu'on soit plus autonome pour notre sécurité, qu'on mette plus d'argent pour la défense européenne. Donc la Pologne va aussi pousser, par exemple, pour une nouvelle dette pour financer la défense européenne. Donc il y a un enjeu sécurité dont la Pologne est très au courant, et pas uniquement sur la défense, sur les migrations dont on parlait dans votre reportage. La Russie et la Biélorussie instrumentalisent des flux de migrants qu'ils envoient vers la frontière polonaise. Donc sur la migration aussi, les Polonais connaissent très bien ce problème. Et le troisième point et le dernier, c'est sur les questions commerciales,
où la Pologne, c'est un pays qui défend beaucoup les échanges commerciaux, parce que leur économie en dépend beaucoup. Mais ils vont être confrontés au problème de la relation avec Trump. Si Trump, du jour au lendemain, décide de mettre des tarifs, c'est-à-dire des surtaxes douanières sur toute l'Europe, on risque d'avoir une perte de richesse énorme. Et donc, il y a la question de est-ce que le Premier ministre polonais Donald Tusk sera le nouvel homme fort? Est-ce qu'il osera un peu s'affronter avec Donald Trump? Je passe à vous, Vincent. Le slogan de la Hongrie, qui était l'ancien pays qui avait la présidence, c'était Make Europe Great Again. Donald Tusk, lui, il a choisi rendre l'Europe forte à nouveau. Enfin, son slogan étant Sécurité Europe, puisque la préoccupation polonaise, c'est vraiment la sécurité et celle de l'Union européenne aussi. Mais selon vous, est-ce que ça résonne véritablement envers les gens? Est-ce que ça va parler, un slogan comme ça? Ça peut parler parce que je pense que dans les opinions publiques européennes, la question de la sécurité est quand même centrale. Alors c'est pas forcément la sécurité de la même manière dont on l'entend, parce que je suis pas sûr que les opinions européennes sont préoccupées au jour le jour d'une attaque russe. Voilà, c'est plutôt de manière générale pour la sécurité, on le voit dans beaucoup de pays. Mais sur cet aspect sécurité, je pense que c'est très pertinent parce que c'est le problème de l'Union européenne aujourd'hui. Enfin, c'est la sécurité, la souveraineté et de s'affirmer en tant que quantité au niveau international qui arrive à exister entre les États-Unis, la Chine, la Russie. Et ce qui est intéressant avec la Pologne, ce que vous disiez en introduction, effectivement, la France et l'Allemagne sont en crise. Et la Pologne peut prendre ce rôle. Et en fait, la Pologne, faut pas croire, ça leur va très bien. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les Polonais, ils sont très assertifs, ils savent exactement ce qu'ils veulent. On a longtemps dit qu'ils étaient pro-atlantistes, pro-américains, mais en fait, ils le sont tant que les Américains les défendent contre les Russes. Mais à partir du moment où Trump devient président, ils deviennent principalement pro-polonais, hein, et c'est leurs intérêts qui vont primer. Oui. Donc ça augure de quelque chose de très intéressant, avec beaucoup d'incertitudes, mais il y a deux certitudes qui arrivent. La première, c'est que Donald Trump va prendre la présidence aux États-Unis. Et la seconde, qui est une quasi-certitude, c'est qu'il va y avoir des négociations de paix ou de cessez-le-feu en Ukraine. Et donc là, c'est... Voilà. Mais du coup, je passe au sujet vraiment de la sécurité, qui est donc la préoccupation de cette présidence. Vous, Sophie, est-ce que vous pensez que ça devrait être une préoccupation? Est-ce que justement la sécurité, ce que Vincent disait, c'est pas la préoccupation des Européens? Effectivement, on n'est pas préoccupé en Europe d'une attaque. Donc pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir ce sujet-là à mettre en valeur? C'est très important que la présidence polonaise se focalise sur cet axe-là, parce qu'on voit bien que les États-Unis ont des demandes envers les pays européens d'augmenter tout ce qui est les dépenses dans le domaine de la sécurité. Donc il faut aussi que nous, en tant que membres de l'OTAN, on augmente nos dépenses au niveau de la défense. Et j'aimerais revenir sur la présidence polonaise en disant que les grands atouts de Donald Tusk en ce moment, c'est premièrement que c'est une personnalité européenne qui a les connaissances et les compétences pour mener à bien la présidence polonaise, qui est aussi à la tête d'un gouvernement qui est très fort et qui est très stable, avec un gouvernement de centre-gauche et de centre-droite qui attirera forcément les sympathies des États membres. Même si le président est quand même issu d'une droite plus conservatrice. Oui. Et voilà, on peut donc espérer que la présidence polonaise produira des résultats qui seront à la hauteur des espérances. Et si je peux me permettre, il y a quand même une grande fragilité qu'on n'a pas encore abordée dans la présidence polonaise, c'est qu'ils ont des élections en mai prochain qui risquent de prendre beaucoup d'énergie politique à Donald Tusk. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que Donald Tusk, c'est le Donald européen face au Donald américain, c'est notre Donald. Et est-ce qu'il sera l'homme fort de l'Europe? Et en fait, lui, il fait quand même beaucoup de choses avec en tête ses propres élections. Et le fait que l'extrême droite reste assez forte en Pologne, assez puissante dans l'appareil d'État, et donc notamment sur les migrations, il a pris des positions qui ont été vues comme anti-européennes. C'était interprété comme le fait que, bien sûr, il assume la présidence tournante de l'Union européenne, mais il garde toujours en tête la manière dont tout ce qu'il fait est perçu et instrumentalisé sur la scène nationale. Donc, quand vous parliez du fait que la France et l'Allemagne sont paralysées par des crises politiques internes, on voit aussi ça en Pologne, on voit aussi la politique interne du pays qui va influencer sur la politique européenne et qui risque un peu d'affaiblir ce leadership polonais dont on a tellement besoin. Mais justement, est-ce que ça ne créera pas des tensions, j'en parlais il y a 5 minutes, entre Tusk et Duda, qui est le président polonais, qui est issu d'un autre
d'un parti beaucoup plus conservateur qui est le parti PiS. Vincent, est-ce que ça, justement, ça risque pas de créer une présidence polonaise où on a un Premier ministre qui fait ça et un président qui a d'autres idées, même si le président en Pologne est sans doute à moins de pouvoir, mais on l'a vu pendant l'inauguration de la présidence polonaise que Duda est parti au ski. Il n'était pas là au gala qui a été organisé justement d'inauguration pour la présidence. Est-ce que ça risque pas de créer des tensions ? Non, je pense pas, parce que le président polonais a quand même très peu de pouvoir en Pologne, et donc il est parti au ski, tant mieux. À la limite, c'est plutôt un signe d'impuissance, j'ai envie de dire, que de capacité de nuisance. Mais pour rebondir sur l'élection, moi je pense que ça peut être au contraire intéressant, parce que c'est peut-être pour ça qu'il va avoir une présidence européenne très, très active, justement pour gagner les élections. Il y a le phénomène classique en politique, c'est le rally around the flag. Et donc quand on est en politique étrangère très, très actif et qu'on a une menace extérieure, etc., vous avez une tendance à la population à voter pour le pouvoir en place. Et donc il va faire ça. Mais par rapport à l'immigration, en fait, faut voir que la vision très dure de l'immigration, par rapport à l'immigration, c'est pas seulement en Pologne qu'on le voit. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a les élections aussi, il y a l'AfD qui est une menace. En France, on a un raidissement là-dessus qui est assez logique, aux Pays-Bas aussi. Donc voilà, finalement, j'ai envie de dire, il n'est pas dans la mouvance de ce qui s'est fait les dernières années, mais il va peut-être être dans la mouvance de ce qui se fait et va se faire dans les prochains mois. Alors pendant ce temps, alors que la plupart d'entre nous profitaient de l'intimité familiale du jour de Noël, des câbles électriques reliant la Finlande à l'Estonie ont été endommagés. L'UE craint que l'incident ne soit un acte de sabotage du Kremlin. La chef des affaires étrangères de l'UE, Kaja Kallas, et la Commission européenne ont publié une déclaration conjointe que nous voyons sur nos écrans condamnant la destruction de cette infrastructure cruciale et envisageant des sanctions visant les responsables. On sait que des enquêtes sont en cours sur ces coupures de câbles. Les gouvernements européens accusent la Russie. Sophie, je me tourne vers vous. Comment est-ce que l'UE peut-elle gérer ce genre de sabotage ? Je pense que la première étape, c'est de réaliser les réalités qui sont les guerres hybrides et d'un peu adapter notre approche envers la défense. Et ça passe, je pense, premièrement par plus de communication entre les pays qui sont victimes de ces incidents. Ça passe aussi dans de l'investissement dans les différentes technologies de reconnaissance et une présence poussée dans les endroits où il pourrait y avoir des sabotages. Vincent, vous êtes d'accord, justement, il faudrait tous ces instruments-là, il faut qu'on soit plus en mesure de s'attaquer à ce genre de menaces hybrides ? Oui, bien sûr. Voilà, le concept clé, c'est la guerre hybride. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on conçoit. Et quand on parlait de migrants qui sont envoyés à la frontière polonaise, ça fait partie de la guerre hybride aussi. Donc c'est typiquement le genre d'action qui, je veux dire, Vladimir Poutine, il ne faut pas oublier qu'il a fait sa carrière au KGB. Et donc c'est typiquement le truc de service secret. Et donc voilà, il faut pas trop être surpris là-dessus, mais effectivement, ça suppose de se dire que beaucoup de choses qu'on pensait sûres et dont on se souciait assez peu sont finalement éventuellement vulnérables. Et ça inclut aussi le cyberespace, aussi les attaques cyber, etc., qui sont possibles. Donc la question, effectivement, c'est dans le cadre des relations internationales classiques. On est un peu désarmé par rapport à ça, parce que ce sont des opérations souterraines. Est-ce qu'on peut vraiment sanctionner un pays ou quoi qui serait derrière ça si on n'a pas établi vraiment la chose ? Donc on est... Alors le câble, on le sait, prendra des mois à être réparé, ce qui pourrait signifier des prix de l'électricité plus élevés en Estonie cet hiver. Alors Jade, je me tourne vers vous. Ce n'est pas le seul incident suspect impliquant des dommages aux câbles sous-marins de puissance et de communication. Est-ce qu'on risque d'en voir plus ? Oui, probablement. C'est-à-dire, si on essaye de résumer, quand on dit guerre hybride, c'est un mot qui peut faire un peu peur. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelles sont les différentes nouvelles manières de faire la guerre ? On connaît la guerre militaire, donc c'est ce qui a lieu en Ukraine. Vous parliez à l'instant de ces attaques sur des câbles sous-marins, donc c'est un peu la guerre sur les télécommunications, les infrastructures énergétiques. Il y a du coup une guerre de l'énergie et qu'on a vu, en fait, ça a commencé avec la Russie qui a dit moi je coupe le gaz aux Européens. Donc on a essayé il y a déjà eu beaucoup d'efforts de l'Union européenne pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus autonome énergétiquement, mais c'est sûr que cette pression va rester. Et si on n'est pas dépendant de la Russie, on est dépendant de qui ? Des États-Unis
hors les États-Unis de Donald Trump, est-ce que ça restera nos alliés comme avant? On a parlé des migrations qui sont une nouvelle manière de faire la guerre. Et une nouvelle manière de faire la guerre que j'aimerais mentionner aussi, c'est la guerre informationnelle, où là aussi la Russie est en pointe. Et c'est peut-être encore plus subreptice, c'est-à-dire c'est plus difficile à détecter. Mais en fait, en ce moment, les démocraties européennes remarquent qu'on leur mène une guerre de l'information, notamment pour influencer les élections. Il y a beaucoup d'élections cette année en Europe. Et en fait, on voit que l'automatisation des réseaux sociaux permet de faire monter des candidats sortis de nulle part, souvent anti-européens. Et c'est très difficile de lutter contre ça. Et c'est une nouvelle guerre qui est menée contre l'Europe. Alors justement, il y a un autre grand changement pour 2025. On est un peu dans le même sujet, plus ou moins. Ce sont les exportations de gaz russe qui arrivaient par des pipelines à l'époque soviétique à travers l'Ukraine et qui ont pris fin le 1er janvier. Gazprom a coupé le robinet alors que l'Ukraine a refusé de renouveler un accord de transit. C'est donc la fin des décennies de domination de Moscou sur les marchés énergétiques de l'Europe. Sophie, je me tourne vers vous. Quel impact cela aura-t-il sur nous en Europe ? Je pense que c'est d'abord important de penser que l'impact que ça aura sur la Moldavie et la situation dans laquelle elle se trouve pour le moment, je pense que c'est important d'en parler. On parle de près de 72 000 foyers qui sont privés de gaz dans la région de Transnistrie, des foyers qui sont obligés de se tourner vers l'électricité et donc qui amènent à des très grosses pressions sur la centrale qui produit 2/3 de l'électricité en Moldavie. Donc on peut déjà s'attendre à des répercussions vraiment importantes sur la Moldavie. Ouais. Et la venue du Premier ministre slovaque aussi, qui est là pour en parler avec la présidente de la Commission, von der Leyen. Après être allé à Moscou, on parlait avec Poutine. Oui. Alors on s'éloigne un peu du gaz russe pour parler de libre circulation en Europe. Autre sujet qui aura un impact en 2025. En janvier, 2 pays de l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie, célébraient leur entrée dans la zone Schengen après 13 ans d'attente. Pour comprendre ce que cette nouvelle signifiera pour les habitants et pour les économies de ces pays, écoutons une mise à jour de la correspondante d'Euronews en Roumanie, Maria Mois. Ce succès a été fêté comme il se doit en Roumanie et en Bulgarie. Nous avons même eu des feux d'artifice et du champagne aux frontières. Car les Roumains sont très heureux de pouvoir partir en vacances dans l'Union européenne sans avoir à attendre 4 heures pour les contrôles aux frontières. Il va y avoir une vague verte, d'ici à Bucarest jusqu'à la Grèce. D'un point de vue économique, la suppression des frontières entre la Roumanie et la Bulgarie et entre la Roumanie et la Hongrie réduira également les délais pour les camions. Les marchandises arriveront donc plus rapidement à destination et cela se traduira par une baisse des prix qui se répercutera directement dans le portefeuille des citoyens. Alors Vincent, justement, devant la pression migratoire actuelle et sachant que ces 2 pays, la Roumanie et la Bulgarie, se trouvent sur la route migratoire orientale et que la Bulgarie est voisine de la Turquie, est-ce que c'est risqué de leur ouvrir les frontières ? Non, j'ai envie de dire pas vraiment. Simplement, le contrôle se fait en amont, un peu plus près de la frontière extérieure de l'Union. Et tout dépend comment c'est fait, mais à la limite, c'est pas plus mal. Parce que quand vous regardez la frontière terrestre, la longueur de la frontière terrestre entre l'espace Schengen avant le 1er janvier, l'espace Schengen et la Roumanie-Bulgarie, et après le 1er janvier entre la Bulgarie et la Turquie, c'est beaucoup plus court. Donc j'ai envie de dire c'est plus facile à surveiller éventuellement. Donc voilà, après, évidemment, il y a des forces politiques qui vont peut-être jouer là-dessus, mais je ne pense pas que ça ait un impact quelconque sur ça. Et aussi, si je peux me permettre, c'était quand même une des conditions au préalable pour la Bulgarie et la Roumanie d'accéder à l'espace Schengen qui renforce leurs frontières. Donc je ne pense pas que ce soit inquiétant qu'ils rejoignent l'espace Schengen. Oui, mais alors, du coup, je me tourne vers vous, Jade, parce qu'on ouvre les frontières d'un côté et de l'autre, il y a un nombre croissant de pays européens qui, eux, ferment leurs frontières à cause, on le sait, de l'afflux de migrants irréguliers. On l'a vu en Allemagne récemment. Est-ce que justement, c'est pas paradoxal ? Si, on est dans un vrai paradoxe où il y a d'une part une tendance de fond qui perdure dans l'Union européenne, qui a été d'aller vers plus de libre circulation et d'aller vers l'effacement des frontières internes, c'est-à-dire des pays qui sont dans l'Union européenne. Il faut que les gens, les capitaux, les marchandises puissent circuler librement. Et donc le fait qu'ils rejoignent l'espace Schengen, ça va dans ce sens-là.
Mais d'un autre côté, il y a une montée de l'extrême droite en Europe, une montée de la préoccupation pour les questions migratoires, qui fait qu'il y a une demande des populations d'avoir des mesures plus fortes. Et parfois, il y a aussi des responsables politiques qui font des mesures purement d'affichage. C'est-à-dire, récemment, on a eu l'Allemagne qui a fermé temporairement ses frontières, qui a rétabli des contrôles aux frontières, ce qui était très choquant parce qu'on se dit c'est la première puissance européenne qui est fondamentale dans l'intégration, qui remet des contrôles internes. Et en fait, c'était une mesure vraiment d'affichage politique pour dire regardez, je prends une mesure forte, parce que dans les faits, c'est tellement difficile de remettre en place aujourd'hui des contrôles aux frontières que ça n'avait pas vraiment d'impact. Et donc il y a cette tension entre l'Union européenne, symbole d'ouverture, et en même temps des responsables politiques du centre et de gauche, comme au Danemark, qui disent si on n'apporte pas aux gens des réponses à leur inquiétude sur la question migratoire, on va faire monter l'extrême droite. Vous êtes d'accord, Sophie? Justement, moi je pensais en vous écoutant qu'il y aura bientôt peut-être en Autriche un chancelier autrichien qui est ouvertement anti-immigration. Justement, est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que ça a encore un sens d'ouvrir les frontières quand on a justement des gouvernements d'extrême droite ou des coalitions d'extrême droite? C'est sûr que l'instrumentalisation des flux migratoires pose problème et pousse les États membres de l'espace Schengen à instaurer certaines restrictions sur le libre mouvement. Maintenant, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que ça peut possiblement mener à des discriminations et aussi empiéter sur le droit de l'asile, des droits auxquels les demandeurs d'asile ont droit. Et donc plusieurs organisations ont quand même tiré la sonnette d'alarme sur le fait que le contrôle aux frontières pouvait mener à des potentiels abus. Eh bien, sur ce point, nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour le prochain débat sur Elon Musk. Pourquoi l'homme le plus riche du monde s'est accaparé l'attention en Europe et se fait de nombreux ennemis. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante à Bruxelles pour le quotidien L'Opinion, Vincent Laborderie, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et Sophie Blantin du think tank European Policy Innovation Council. Alors, l'un des sujets d'actualité qui a retenu notre attention au moment même où l'Allemagne se prépare à des élections fédérales anticipées en février, c'est le soutien du milliardaire Elon Musk à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand connu pour sa position eurosceptique, populiste et anti-immigré. Musk a utilisé sa plateforme X pour dire au monde que l'AfD sauvera l'Allemagne, je le cite. L'Allemagne se prépare à voter après l'effondrement de la coalition dite Feu tricolore, composée des sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz, des Verts et des libéraux. Jade, on sait que Musk, en plus de ses messages, a participé à un débat avec la leader de l'AfD, Alice Weidel. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou est-ce que c'est une tentative dangereuse d'ingérence dans le débat d'un pays qui n'est pas le sien? Ce qui s'est dit cette semaine, c'est qu'il y a de l'ingérence. Après, pour le prouver, c'est difficile. Ce que va faire la Commission européenne, c'est qu'elle va regarder si cette conversation a été boostée par les algorithmes au-delà de ce qu'elle aurait dû être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois européennes qui encadrent la vie en ligne et elles disent la liberté d'expression reste comme dans la vie normale, simplement, on n'a pas le droit de pousser des contenus provocateurs, haineux ou partisans, plus que de raison, auprès de gens qui ne l'ont pas demandé. Donc c'est ça ce qui va être regardé. Ce qui est sûr, c'est que Elon Musk se permet d'intervenir dans les affaires internes de pays, de gouvernements plutôt classés à gauche et dans des périodes électorales, donc il peut avoir un impact. On a un milliardaire américain proche de l'administration qui a un réseau social avec plus de 150 millions d'Européens qui pourrait avoir un impact sur les élections en Europe. Vincent, est-ce que vous êtes d'accord avec ça justement? Est-ce que Musk enfreint la loi? Alors, ça dépend en quoi. C'est-à-dire que, pour moi, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que les déclarations qu'il peut faire et même les interviews qu'il fait avec quelqu'un, pour moi, ça relève de la liberté d'expression. Il le fait à titre personnel. Voilà, s'il le fait à titre personnel, comme ça a été dans la presse. Ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, il est propriétaire de X. Effectivement, il faut voir à quel point cette plateforme est neutre et objective. Et donc, c'est ça qui pose vraiment question et qu'il faut regarder. Et surtout, on est en train d'avoir une divergence en termes de qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression en ligne entre les États-Unis
et l'Europe. Et on a Facebook, Mark Zuckerberg, qui a basculé en fait très récemment. Oui, qui s'est mis sur la même position que Trump et Musk. Alors, et nous, on est trop part. On a vu Emmanuel Macron, le président français, on a vu le chancelier Olaf Scholz en Allemagne et d'autres dirigeants s'insurger de façon très explicite contre Musk. Mais à Bruxelles, c'est plutôt silence radio. On n'a pas entendu la présidente de la Commission, on sait qu'elle est malade, mais quand même, elle a pas. C'est un sujet important. Comment est-ce que vous interprétez ça et comment devraient réagir les dirigeants sur cette question, selon vous ? Je pense qu'au niveau politique dans l'Union européenne, on a très peur de ce que la présidence de Trump va avoir pour conséquence sur l'Union européenne. Et donc, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment de volonté politique pour l'instant d'enquêter sur le possible boost des algorithmes sur la plateforme X. Et donc, on essaie de se mettre un peu en retrait pour éviter de frustrer Elon Musk, mais aussi de frustrer Donald Trump. Et j'aimerais revenir aussi sur la question de la liberté d'expression. Elon Musk, ce n'est pas n'importe qui. Et bien sûr, il a le droit d'avoir sa liberté d'expression, mais c'est aussi quelqu'un qui va faire partie de l'administration de Trump. Et donc, l'inverse aurait fait polémique. Si Macron avait tweeté « Votez Kamala Harris » et qu'il avait boosté les algorithmes pour que ce soit sur tous les réseaux sociaux des Américains, oui, ça aurait créé une onde de choc. Exactement. Probablement. C'est tout le problème de Musk, c'est qu'il joue sur cette ambiguïté. Quand il s'exprime, on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est le futur membre de l'administration ? Est-ce que c'est le citoyen ? Est-ce que c'est l'investisseur qui investit beaucoup en Europe avec des usines ? Alors justement, un député européen écologiste allemand a envoyé une lettre au commissaire européen chargé de la technologie cette semaine, appelant la Commission à enquêter de près sur cette affaire. Damien Boslager dit ne rien avoir personnellement contre Elon Musk, mais il est préoccupé par son abus de pouvoir. Écoutons-le. Je suis plus préoccupé par le pouvoir systémique qui l'agglomère, qui va du pouvoir économique au pouvoir politique, mais aussi à l'agglomération de l'opinion, c'est-à-dire le pouvoir de façonner les opinions à travers le monde. Il y a des gens qui croient que c'est la liberté d'expression, le discours selon lequel tout le monde peut enfin dire ce qu'il veut, et c'est ensuite librement transmis grâce à Internet. Nous sommes dans une situation où le discours de quelques personnes fait beaucoup plus de bruit que celui du reste d'entre nous. Et nous n'avons pas encore les outils nécessaires. Je pense que la législation DSA pourrait nous permettre de voir si Elon Musk, dans le passé et aujourd'hui, renforce les messages qu'il publie sur les réseaux sociaux de manière injuste. Alors Vincent, justement, Damien parle des outils nécessaires de l'UE pour arrêter Musk. Il parle justement du fameux DSA, Digital Services Act, qui est l'outil prioritaire de régulation des plateformes. Mais est-ce que justement cet outil-là peut aider ? Oui, bien sûr. Il faut voir ce qu'on en fait et jusqu'où on va. Mais moi, alors c'est sûr qu'évidemment, on peut avoir cette préoccupation de ne pas froisser Trump avant qu'il arrive au pouvoir. Et puis toutes ces questions de timing, mais je pense que l'Union européenne doit affirmer ses valeurs de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si on se couche devant une administration, un milliardaire qui va menacer de ne pas investir en Europe, etc., et qui donc va nous conduire à faire ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire que les discours des fake news et les discours de haine sont libres en libre accès, voilà, c'est un peu une sorte de suicide, pas seulement moral. Sophie, il y a une enquête ouverte par la Commission contre X depuis décembre 2023. La Commission l'a redit beaucoup de fois. On en attend toujours les résultats. Mais justement, vous le disiez un peu, est-ce qu'en s'attaquant à X, justement, on s'attaque à Trump à quelques jours de son investiture et du coup, ça crée une sorte de pudeur ou c'est trop sensible pour qu'on puisse directement l'attaquer. Totalement, et d'ailleurs on voit bien l'influence qu'a Elon Musk sur la politique américaine quand le Parti démocrate appelle Elon Musk président Musk, donc ça prouve vraiment de l'influence qu'a Elon Musk sur les politiques de Donald Trump. C'est aussi lui qui a financé une grosse partie de la campagne électorale, et en fait on se rend compte que en ce moment avec le DSA on opère vraiment quelque chose qui fait référence à 2 poids 2 mesures, où d'un côté on lance des investigations par rapport aux élections en Roumanie avec TikTok, etc. Et d'un autre côté, on arrête nos investigations contre X, alors que c'est exactement la même chose. Alors c'est 2 poids 2 mesures dont vous parlez. Cela conclut notre conversation. Merci à tous les invités ici présents et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Euronews.
Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante à Bruxelles pour le quotidien L'Opinion, Vincent Laborderie, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et Sophie Blandin du think tank European Policy Innovation Council. Un sujet dont on parle à chaque nouvelle année et qui fait partie de nos bonnes et peut-être illusoires résolutions, c'est le Dry January, une initiative lancée il y a plus d'une décennie par une association caritative au Royaume-Uni pour encourager les gens à s'abstenir d'alcool pour donner à leur portefeuille et à leur santé une chance de se remettre de la période festive. La campagne vise les buveurs occasionnels et a pris de l'ampleur dans toute l'Europe avec des millions de personnes y participant chaque année. Alors, je peux vous poser déjà la question à vous. Faites-vous un mois de janvier sans alcool, Jade ? Eh bien oui, et même, moi, je ne bois pas d'alcool depuis 5 mois puisqu'il se trouve que je suis enceinte. Donc, je peux témoigner que c'est possible et que j'ai vu les effets de l'alcool, d'arrêter l'alcool, à savoir perte de poids immédiate, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. Meilleur sommeil. Récupération d'énergie. Exactement, meilleur sommeil. Le fait qu'en effet, il y a une pression sociale à consommer. Donc là, on est à Bruxelles. On peut témoigner auprès des gens qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de cocktails professionnels, de diplomates, où à chaque fois, on vous propose du champagne. Des petits faux du et champagne. Vous avez la tentation, pour mettre à l'aise les diplomates, de prendre une coupe. Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle l'alcool mondain, un peu dans des cadres semi-professionnels. Et qu'il y a cette pression sociale, mais qu'il y a aussi beaucoup plus d'alternatives aujourd'hui sans alcool. Ouais. On est en Belgique ici. Ouais. Beaucoup de bières sans alcool, y compris des IPA, etc. Donc je peux donner plein de conseils aux gens qui souhaiteraient le faire. Vincent, est-ce que c'est une idée ennuyeuse ou saine ? Ah, c'est ça c'est sûr. C'est sûr. Ennuyeux, non, pas du tout. Ça, on peut très bien s'amuser sans boire d'alcool ou alors... Il y a toujours deux options. Il y a le Dry January où on prend vraiment rien, et puis il y a plutôt la bonne résolution de se dire dans une soirée, je vais boire juste un verre, la coupe de champagne, je vais prendre une coupe de champagne et elle va durer toute la soirée. Et vous, Sophie ? Vous faites le Dry January ? Je ne suis déjà pas de base une très grande buveuse, mais je pense que c'est une bonne initiative pour se questionner sur la consommation d'alcool qu'on a au quotidien pour certains. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une excuse pour, après le 1er février, s'enfiler 3 litres de bière. Je pense qu'il faut... Justement, on va savoir si les Bruxellois eux-mêmes sont d'accord avec vous sur ce plateau. Donc pour savoir si les gens à Bruxelles prévoient de faire un mois de janvier sans alcool, nous avons pris notre caméra pour le leur demander. J'avais prévu de le faire, mais comme c'est mon anniversaire cette semaine, je ne pense pas que je le ferai. Je pense que c'est une bonne idée. Personnellement, je ne bois pas beaucoup, donc ce n'est pas un problème pour moi. Je pense qu'il vaut mieux boire un verre de temps en temps que d'arrêter pendant un mois. Mais pourquoi pas ? Je suppose que pour nous, un mois, ce n'est pas dramatique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les Occidentaux. J'ai l'impression que si vous le faites plus souvent au cours de l'année, il n'est pas nécessaire d'avoir un mois en particulier dédié à arrêter de boire. Car cela ne sera qu'une excuse pour boire davantage plus tard. Alors on le voit dans cette vidéo, il n'y a pas un enthousiasme débordant pour le Dry January. La dernière personne interrogée suggérant même que l'abstinence signifiera que vous rattraperez plus tard. En France, même le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dit vouloir faire le Dry January. Alors je me tourne vers vous, Jade. On le voit, il y a un grand débat sur cette question en France. Certains se plaignent du manque de soutien d'une telle opération comme le Dry January par les pouvoirs publics, quand d'autres refusent justement de taper sur les viticulteurs. Vous en pensez quoi, vous ? C'est vrai que la France, c'est vraiment le pays où il y a une filière viticole très puissante et qui pèse beaucoup dans l'économie. Nos exportations de vin, c'est un énorme enjeu économique. Donc, il y a le ministre de la Santé qui pousse son bout de gras, mais de l'autre côté, au gouvernement, il y a les enjeux économiques qui sont vraiment pris au sérieux. Et même au sein de la population, c'est vrai que la filière viticole a un soutien fort de la population. Donc, on voit en ce moment cette contradiction entre les enjeux. Est-ce qu'on peut concilier santé et économie ? Et c'est vrai que ça explique qu'en France, il n'y ait pas eu finalement un soutien des pouvoirs publics à l'opération sans alcool, au moment où nos agriculteurs se plaignent d'être trop restreints à l'exportation par les règles. Donc ce n'était pas forcément le bon moment pour les responsables politiques français de dire « Ah bah au fait, voilà une nouvelle contrainte pour la consommation de vin ». Alors Vincent, l'Irlande est l'un des seuls pays du monde à avoir adopté une loi à ce sujet. À partir du 26 mai 2026, tous les produits alcoolisés vendus en Irlande devront avertir les consommateurs
sur les risques de cancer, sur les risques pour la grossesse et sur les risques de maladies du foie. Est-ce que vous pensez justement que les boissons alcoolisées, et je pense à la France, devraient avoir ce genre d'étiquette, notamment pour avertir les consommateurs du risque de cancer ? Oui, il y a beaucoup plus de risques que ça en fait. L'alcool, c'est l'une des choses les plus dévastatrice. Oui, parce que c'est libre aussi. Donc vous avez, là, il y a le cas, les gens qui ont fait un micro-trottoir et puis nous on discute de ne pas trop boire, etc. Mais il y a des gens qui, d'une part, sont alcooliques et sombrent dans l'alcool, et puis il y a tous les gens qui meurent d'un accident de voiture, soit parce qu'ils ont bu, soit parce qu'une personne en face a trop bu. Si on fait le compte de tout ça, c'est beaucoup plus que le risque de cancer. Et puis il y a une chose, moi, une chose personnelle, moi, c'était pour mon mariage, je devais maigrir, etc. Et puis là, j'avais vu un diététicien, il m'avait dit, vous savez, il y a deux choses à arrêter. Vous arrêtez de boire de l'alcool et puis vous rationnez la consommation de pain. Et voilà. Ouais. Et le fromage aussi, non? Oui. Alors là, on parle dans tous les gâteaux. Je parle en bonne française. Voilà, mais le problème, on parle dans tout ce qui est français, c'est-à-dire le vin, le pain et le fromage. Oui, c'est ça. Voilà. Après, est-ce que les étiquettes, c'est efficace selon vous, Sophie? Oui, les étiquettes qui expriment les dangers que peut avoir l'alcool sont essentielles. On voit bien l'effort que fait l'Union européenne par rapport aux cigarettes. J'ai un peu du mal à comprendre, encore une fois, ces deux points de mesure, de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de régulation sur tout ce qui est packaging des produits alcoolisés. Ok, alors on reste dans les résolutions, mais justement, maintenant que nous sommes dans cette nouvelle année, quelles sont vos autres bonnes résolutions, Jade? Moi, c'est une routine sportive. C'est vraiment de faire du sport tous les matins, du yoga, des étirements. Et j'ai remarqué que... Et Vincent? Oui, moi aussi. Moi, je fais déjà du yoga. Non, moi, c'était en fait, quand j'ai fait mes courses les cadeaux, je trouvais des guides, etc. Et j'ai acheté un guide sur Bruxelles et je me suis mis en tête de découvrir Bruxelles comme un étranger qui débarque. Ça fait 10 ans que je suis là. Et de redécouvrir, en fait, parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Et Sophie? Pour moi, c'est de vraiment croire dans la pertinence des projets dans lesquels je me lance et travailler plus dur. C'est donc sur cette bonne résolution de Sophie que nous pouvons conclure le débat. C'est la fin de l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous avez des résolutions à nous faire parvenir ou si vous voulez simplement continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.